Ok, merci. Donc, je vais continuer en français voilà, avec l'aide du logiciel qui fonctionne plutôt bien et qui aura peut-être quelques erreurs, mais qui permet de comprendre l'ensemble. Ce que je souhaitais partager avec vous, c'est de pouvoir évoquer la question des inégalités scolaires en France en étudiant et en discutant un concept qui peut peut-être permettre de développer des discussions comparées d'un pays à l'autre. Au moins, c'est ce que je souhaitais proposer ici. Donc, en travaillant sur le concept de marge de l'école et de processus de marginalisation. Euh, En prenant en compte le système éducatif français, mais il peut y avoir des pistes pour comparer avec d'autres fonctionnements d'autres pays et peut-être qu'on pourra échanger avec ce qu'on peut analyser du système éducatif au Chili. Donc, pour commencer, quelques grandes lignes du système éducatif français. Alors, ce n'est pas toutes les caractérisations, mais c'est quelques points qui peuvent peut-être permettre de comprendre un peu un ensemble et puis on pourra discuter de précision ensuite. Donc, c'est un système éducatif massifié qui s'appuie sur cinq grands ensembles. Donc, le premier niveau, l'école maternelle, entre 3 et 6 ans. Ensuite, l'école primaire, donc les deux composant le premier degré de l'école, de 6 à 11 ans. Et puis on a ensuite le cycle secondaire qui se fait en deux phases. Le premier ensemble qui est constitué de ce qu'on appelle le collège et le deuxième qui est constitué du lycée qui va jusqu'à 18 ans. Et ensuite, après 18 ans et après le diplôme du baccalauréat, on a les études supérieures. Donc, quelques autres éléments. Donc, en France, l'instruction est obligatoire entre 3 et 16 ans, principalement en établissement scolaire, mais ça peut des fois avoir lieu ailleurs et notamment au domicile. Et entre 16 et 18 ans, la formation est obligatoire euh, avec un système qui pose comme élément, enfin, comme pilier du système éducatif, le principe d'égalité des chances et de reconnaissance du mérite comme composante principale de la réussite des élèves. Le taux de scolarité est quasiment à 100% jusqu'à 14 ans. Et après, il décline un peu jusqu'à 16 ans. Donc là, les dernières données de l'Institut national des statistiques indiquent que 95,4% des jeunes à 16 ans sont scolarisés et ils déclinent ensuite progressivement. Donc on voit qu'à 18 ans, par exemple, ils passent à 78,6% de la population, donc des jeunes de 18 ans. Et puis après, ils baissent continuellement les années augmentant. Le taux d'abandon scolaire, donc c'est-à-dire les jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme du secondaire, euh, est descendu et environ actuellement aux alentours de 7%, 7,5%. Et donc il a décliné à partir des années 2010, où pendant très longtemps, il était aux alentours de 10%. Dans la caractérisation du système éducatif, donc c'est un système éducatif qui est maintenant massifié depuis les années 1980 et les comparaisons à l'échelle internationale montrent que c'est un système éducatif qui est particulièrement inégalitaire en son sein et donc les résultats scolaires dépendent beaucoup du statut socio-économique des élèves. Parmi les différents éléments de compréhension de cette situation, la recherche a identifié le poids que l'école donne aux familles et aux ressources familiales et aux familiarités qu'elles peuvent avoir avec l'école. Elles identifient aussi un tronc commun qui est de longueur moyenne en comparaison de l'ensemble des systèmes éducatifs, qui force les élèves à faire des choix contraints assez rapidement. Et les comparaisons montrent aussi une emprise forte du diplôme qui incite à une compétition scolaire entre les élèves et entre les familles. Donc ça, c'est les résultats de PISA en 2022. Donc là, ça montre les résultats
en mathématiques. Donc, en mathématiques, donc c'est l'axe des ordonnées, donc les résultats au test. Donc, on voit que la France se situe sur la moyenne. Mais par contre, sur l'axe des abscisses, c'est le poids du statut socio-économique sur les résultats. Et on voit que, comme la France est à gauche, c'est un des systèmes éducatifs où les résultats dépendent le plus, parmi quelques-uns, du statut socio-économique des élèves. Et donc, on voit qu'au Chili, donc le résultat montre des résultats en mathématiques en moyenne plus bas, mais qui dépendent un peu moins du statut socio-économique. Donc pour essayer de discuter ça, je vous propose de travailler donc sur le concept de marge de l'école pour essayer de caractériser ces situations-là et de pouvoir les comprendre. Euh, donc aussi pour voir comment on peut comparer les systèmes éducatifs à partir de ce concept-là. Puisqu'il peut, enfin, on pourra voir que ça peut être aussi la définition qui peut être changeante d'un système éducatif à l'autre. Donc pour cela, on peut partir d'abord de la définition de l'école ou du système scolaire. Et c'est là où il peut être particulier d'un lieu à l'autre. En France, le système éducatif se caractérise d'abord comme étant le lieu d'instruction principal. C'est le lieu où se délivre l'acquisition des connaissances par l'enseignement. C'est un lieu principal d'éducation. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des principaux où les pratiques éducatives sont délivrées des adultes vers l'enfant. Et c'est un lieu de socialisation par les pairs et par les adultes. Donc il y a aussi un lieu de socialisation primaire au début de la scolarité et secondaire ensuite. Et donc en considérant ça, on peut considérer que les marges sont les espaces qui correspondent à des mises à l'écart. Donc c'est-à-dire pas une exclusion, mais une mise à l'écart d'une ou plusieurs de ces fonctions. Donc c'est-à-dire qui mettent à l'écart de l'ordinaire de l'école, de ce qui s'y déroule dans ses fonctions fondamentales en termes d'instruction, d'éducation et de socialisation pendant le temps scolaire et à l'âge de la scolarisation. Donc, les marges sont processuelles, ça dépend de processus. Elles ne sont pas définitives, on peut entrer ou sortir des marges et font pleinement partie du système. Le concept de marge indique que ça fait partie du système, c'est dans ces espaces de marge et qu'elle contribue aux inégalités scolaires lorsqu'on passe dans ces marges-là. Et donc, ça peut être ce qu'on peut étudier, quels sont les effets du passage dans ces marges. Donc, en France, si on prend cette définition-là, on a beaucoup d'espaces ou de dispositifs qui sont des mises à l'écart où il y a des temps de scolarisation qui accueillent les élèves sur des temps de scolarisation, mais qui correspondent pas aux espaces ordinaires. Et donc, on a un ensemble très varié d'espaces. On a l'enseignement adapté et spécialisé qui s'adresse aux grandes difficultés scolaires, les lieux de la protection judiciaire de la jeunesse qui s'adressent aux jeunes qui sont judiciarisés. En France, on dit sous main de justice, le champ médico-social, les services de collectivité locale qui peuvent avoir des dispositifs qui accueillent des jeunes. Par exemple, quand les jeunes sont exclus temporairement d'un établissement scolaire, ils peuvent être accueillis dans un service d'une collectivité locale. On a aussi des dispositifs scolaires pour des populations qui sont empêchées d'aller à l'école, par exemple des enfants de familles identifiées comme voyageuses ou alors des jeunes qui sont incarcérés. Donc s'ils ne peuvent pas aller à l'école, il peut y avoir des dispositifs qui vont leur donner des enseignements. Euh, et puis, il y a aussi donc, des dispositifs de remédiation scolaire pour des difficultés scolaires temporaires ou d'autres qui s'adressent aux jeunes et qui vont viser une insertion, soit en formation, soit vers l'emploi. Et donc là, on voit différents dispositifs qui correspondent à des segments qui sont très distincts des autres, qui correspondent à des publics scolaires particuliers, qui sont pris en charge par des professionnels particuliers, ça peut être par des métiers particuliers aussi et qui sont très distincts des autres. C'est-à-dire que le champ de la protection judiciaire de la jeunesse est très différent du champ de la remédiation scolaire, par exemple. Et donc, cette segmentation, le fait qu'on ait des segments très distincts les uns des autres, participe à une invisibilisation et des publics qui y sont, et notamment de la question scolaire qui se pose pour eux. Et donc, ça empêche aussi de pouvoir avoir une analyse critique de l'ensemble et de voir ce que ça fait, comment ça contribue à l'école.
avec la particularité aussi que la recherche sur ces questions-là est segmentée, c'est-à-dire qu'on a des recherches qui portent sur la remédiation scolaire, d'autres qui portent sur le handicap, d'autres qui portent sur la justice des mineurs et qui font peu de liens entre eux. Pour autant, on peut s'intéresser aux points communs en regardant ce que ça fait, enfin, comment ça se caractérise sur le plan scolaire et quels sont les points communs. Le premier, c'est que le programme d'enseignement est plutôt limité, c'est-à-dire qu'on a une réduction du programme d'enseignement qui est délivré dans ces espaces-là. La réduction peut être formelle, c'est-à-dire elle est entendue comme devant être plus réduite, une seule partie du programme est diffusée, ou elle peut être informelle parce que les enseignants, enseignantes, les professionnels qui y sont vont rencontrer des difficultés ou vont réduire l'enseignement qu'ils ou elles vont délivrer. Le programme peut aussi être réduit parce qu'on va viser d'autres objectifs et notamment de resocialisation dans certains lieux. On vise à socialiser les jeunes pour qu'ils reviennent à l'école parce qu'ils ou elles peuvent ne pas avoir des comportements qui sont attendus. Ou alors on peut viser clairement d'autres objectifs de familiarisation au monde de l'emploi, par exemple, où donc là, les objectifs scolaires sont beaucoup plus réduits. On peut aussi avoir dans ces espaces-là une forme scolaire qui est infléchie. Il peut y avoir, par exemple, y avoir moins de temps attribué à l'enseignement. Et on peut avoir aussi, en regardant les différentes composantes de la forme scolaire, des espaces qui sont différents, distincts du reste de l'école, et donc qui peuvent générer une stigmatisation durable. Les jeunes sont identifiés comme étant pris en charge à l'extérieur par des professionnels particuliers, et cette stigmatisation, ce stigmate peut rester même quand ils reviennent dans les espaces ordinaires. On peut aussi identifier ce qui est commun dans les professionnels qui sont dans ces marges et qui travaillent. Euh, ce sont, Ça peut être des enseignants et des enseignantes, mais qui sont rarement ordinaires ou les mêmes que dans les espaces ordinaires. Ils peuvent avoir un certificat particulier pour pouvoir travailler dans ces espaces-là. Donc, ce sont des enseignants et des enseignantes spécialisés. Ou ça peut être aussi des enseignants et enseignantes du premier degré, mais qui vont intervenir auprès d'élèves qui sont en âge d'être scolarisés dans le second degré. Ou ça peut être aussi des enseignants et des enseignantes du second degré et qui ont une spécialisation en mathématiques ou en histoire, par exemple, et qui vont être amenés à travailler et enseigner sur d'autres disciplines. Et on peut aussi avoir des professionnels qui ne sont pas enseignantes ou enseignants et qui ont d'autres spécialisations, qui viennent du travail social ou du travail communautaire, par exemple. Donc, les enseignants et enseignantes qui y sont, ou plutôt les professionnels qui y sont moins présents, moins présentes, sont davantage spécialisés et sont plutôt sur les premiers niveaux. Et donc, c'est-à-dire ils peuvent être moins familiers ou moins familières de l'école ou alors équipés pour pouvoir travailler plutôt sur des bases plutôt que sur le niveau que peuvent avoir les enfants. Toutefois, les marges ne sont pas seulement des espaces négatifs, et dans ce qui s'y passe, ça peut être aussi des lieux de liberté pédagogique, où il peut y avoir moins de contraintes, où il peut y avoir plus d'innovation et d'invention pédagogique, où il peut y avoir des relations éducatives aussi différentes et plus apaisées avec les élèves pour plusieurs raisons. Déjà parce que un des principes des marges, souvent, c'est qu'elles sont moins visibles et donc elles font moins l'objet d'attention de la société, de l'administration. Il peut y avoir moins de contrôle. Et ça peut être aussi une raison pour les professionnels pour vouloir y travailler. Et les recherches montrent qu'il peut y avoir des professionnels qui souhaitent travailler dans ces marges parce qu'il y a plus de liberté, d'espace pour travailler. Et donc cette innovation, elle est possible, mais dans les marges, elle peut être parfois contrainte pour plusieurs raisons. Et des fois, par exemple, parce que dans ces marges, le groupe d'élèves est pas toujours, peut changer en termes de nombre, en termes de niveau scolaire. Et les enseignants et enseignantes qui y sont forcés à s'adapter. Et parfois au jour le jour, parce que dans certains espaces, on ne peut pas prévoir quel groupe on aura le lendemain ou la semaine prochaine.
Et donc, on doit pouvoir s'adapter avec le groupe que l'on a en face de soi et le diagnostic rapide qu'on pose sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants, notamment sur les questions éducatives. Parmi les autres éléments qu'on peut analyser, et peut-être ce qui met en lumière davantage ce qui caractérise les marges, ce sont les recherches qui portent sur les parcours des jeunes qui passent par ces marges-là et qui permettent aussi de pouvoir dépasser le segment. C'est-à-dire que si on identifie et on travaille sur le parcours d'un ou d'une jeune qui passe un moment par un service judiciaire, il ou elle n'y reste pas et peut aller dans un autre segment et revenir en établissement ordinaire. Et donc, on peut identifier enfin, quels sont les effets de ces passages-là. Donc, ce que montrent les travaux, c'est que de passer par ces marges, il peut y avoir des inégalités sociales assez fortes pour y rentrer. Si on a des ressources, les familles peuvent éviter des entrées dans ces marges. Et il y a des inégalités pour en sortir également. Où on voit là l'articulation des différents rapports sociaux qui mettent en difficulté le fait de pouvoir sortir et de revenir en espace ordinaire. Les expériences des jeunes dans ces marges sont contrastées. Il peut y avoir un apaisement, on a moins de difficultés parce que la relation et le programme est plus adapté. Mais on peut aussi avoir un impact des représentations que les autres peuvent avoir sur soi et qu'on peut avoir sur soi, notamment en incorporant des difficultés et du fait d'être pris en charge dans un espace particulier par rapport à la stigmatisation que j'ai évoquée tout à l'heure. Il peut y avoir aussi une socialisation différenciée dans les marges. On est avec certains groupes d'enfants identifiés pour certaines caractéristiques qui ne correspondent pas à l'ensemble des dimensions de son identité et de son expérience. Et il peut y avoir, par exemple, dans certains lieux, des socialisations particulières et un apprentissage de la déviance dans des lieux notamment d'enfermement ou d'exclusion. Les passages montrent, et ça peut être une des notions qui peut être importante pour étudier les marges, c'est la notion de réversibilité ou d'irréversibilité, c'est-à-dire à quel point le fait de passer dans les marges est temporaire ou est définitif, et quelles sont les possibilités de revenir et avec quel niveau et situation on revient. Et donc on voit dans les parcours si les élèves peuvent revenir ou pas. Et ce que montrent les travaux, c'est que en France, le passage dans les marches est assez irréversible, c'est-à-dire que c'est difficile d'en sortir et surtout de revenir en milieu ordinaire. Donc peut-être pour évoquer rapidement les enjeux et notamment ce qui se pose en termes du travail éducatif. Donc les marges en France, avec cette définition-là, sont très prononcées et très segmentées. Et il y a une configuration du travail éducatif par segment, donc des professionnels qui travaillent par segment et qui ont des difficultés à travailler avec des professionnels d'un autre segment. Euh, et ce qui a un risque d'essentialisation des publics. Si on travaille avec des jeunes dans le champ du handicap, c'est difficile de sortir de cette identité, de cette stigmatisation. Et on a des situations qui ne sont pas toujours liées à ce qu'on a identifié comme étant la situation du handicap. Les professionnels travaillent aussi sur des séquences courtes, qui correspondent à des moments dans les parcours. Ils doivent travailler sur des temporalités courtes et ont des difficultés à pouvoir projeter plus largement. Euh, donc, ce qui pose des questions du travail éducatif qui est souvent divisé plutôt que partagé. Et qui pose les questions aussi des objectifs communs qu'ils ou elles peuvent avoir. Et là aussi, les travaux en France montrent que quand les professionnels travaillent ensemble, il y a des difficultés de concertation qui peuvent alimenter le fait de rester dans les marges plutôt que d'y revenir. Donc il y a des conséquences importantes sur les parcours des jeunes. Les jeunes pour lesquels la vie est peu demandée et peu entendue et sur lesquels ils ont peu de marge de manœuvre ou peu des difficultés à comprendre le fonctionnement de ce système-là et de voir comment ils peuvent aussi donner leur avis sur leur scolarité et sur des possibles qui peuvent dépasser ces marges ou au moins ces effets. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Gracias por su atención.